il y a un tunnel comme ça dans lequel la communication de guerre prend le pas sur le journalisme et dans lequel tous les journalistes qui s'écartent un tant soit peu de ce discours-là sont considérés comme faisant partie du camp d'en face et traités comme tels. Mort sociale, on vous invite plus sur les plateaux, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est toujours la même chose. C'est arrivé en Libye, c'est arrivé en Irak, c'est arrivé en Syrie, c'est arrivé en Ukraine. À chaque fois, il y a toujours cette dialectique qui prend le dessus, qui martèle une seule opinion à laquelle finalement la population est sommée de croire. Les rapports de force géostratégiques sont en mouvement permanent. L'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Régis Le Sommier est grand reporter de guerre. Il publie chez Max Milo un essai sur les guerres et les conflits contemporains, avec pour titre « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ?» Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pièces maîtresses. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. En ouverture de votre ouvrage, on trouve une citation de Donald Trump qu'on retrouve après dans l'ouvrage. « Nous avons dépensé 9 trillions de dollars à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que cela nous a rapporté? Rien. » Pour vous, ces 9 trillions de dollars, c'est une dépense du camp du bien qui a voulu attaquer le diable du moment? D'abord, ce qui est très intéressant, cette phrase est prononcée à quelques jours de l'élection présidentielle. Élection présidentielle où, à la différence peut-être de pas mal d'élections présidentielles américaines, l'international a joué. C'est-à-dire la décision de Joe Biden d'engager l'OTAN davantage en soutien à l'Ukraine, les dépenses qui ont été faites dans ces guerres et qui viennent s'ajouter à ces 9 000 milliards de dollars de dépenses déjà effectuées par les Américains sur l'Irak et sur l'Afghanistan, essentiellement, eh bien, contribue à faire peser sur les Américains le poids de ces interventions. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a une vraie réflexion à dire pourquoi on donne tant d'argent alors qu'on n'arrive pas chez nous à s'occuper des infrastructures, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'obésité, etc., etc. Et Trump a joué vraiment beaucoup là-dessus. Et il a promis d'arrêter cette guerre en Ukraine. Donc oui, ça fait partie l'argent est une arme et les Américains l'ont beaucoup utilisé. Et ça a contribué, et je pense aussi ça va dans le sens du point de vue que je défends dans ce livre, à dégrader l'image de l'Amérique partout dans le monde. Parce qu'à travers l'Amérique, il y a aussi tout l'Occident. On embarque finalement tous les pays, nous compris. Et on s'aperçoit que les pays dans lesquels il y a eu intervention, qu'elle fût justifiée ou non, comme en Afghanistan, on peut penser que éradiquer Al-Qaïda après le 11 septembre, il y avait une logique, ou pas du tout, comme en Irak, où la guerre a été vendue sur des mensonges et dans toute une parfaite illégalité, du point de vue du droit international. Eh bien, l'image et la dégradation a été telle que ces pays sont aujourd'hui anéantis et qu'on n'est plus du tout, et ça, c'est un constat qu'on fait assez peu, dans la promesse initiale qui était d'intervenir pour apporter la démocratie, la liberté, bref, émanciper ces peuples des jougs d'un dictateur ou d'une idéologie. Oui, parce que les outils juridiques principaux, c'est le droit et le devoir d'ingérence. Oui, tout à fait. Alors, c'est des droits, quand on remonte historiquement, ça remonte à peu près au 19e siècle, c'est le droit humanitaire, enfin, on va dire l'ingérence humanitaire, après, qui va ensuite se transformer avec, je dirais, la transformation et l'interventionnisme se fait plus grand quand l'URSS disparaît. Pour moi, c'est vraiment quand la bascule se fait en 91. L'URSS appartient à l'histoire, les États-Unis sont le super gendarme du monde, le modèle libéral a triomphé, Francis Fukuyama publie La fin de l'histoire, donc on se projette dans l'idée qu'on est arrivé à une sorte d'accomplissement de l'humanité et qu'il faut faire le bien. Et du coup, corriger les diables, entre guillemets, les désigner ces diables et apporter la paix, quitte à le faire par la force. L'idée de la paix par la force, elle sera plus adaptée, on va dire, aux idéologies néoconservatrices qui existent déjà à l'époque et qui vont se développer en particulier sous l'ère
du président Bush. Mais et ça revient à quoi? Ça revient finalement à désigner ces diables, à intervenir chez eux, à tenter de changer les choses. Et on se rend compte que 10, 20 ans plus tard, rien n'a changé et qu'au contraire, des pays comme la Libye ou l'Irak ont extrêmement de mal à se relever de ces interventions. Alors, vous recherchez qui est le diable dans votre ouvrage. Vous voulez savoir si c'est l'autre ou l'Occident. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce diable, ce Satan, il est partagé par les trois religions monothéistes principales. Donc, ça veut dire que c'est pas le diable, c'est pas obligatoirement le musulman, ça peut être autre chose. Et d'ailleurs, le premier cas que vous étudiez, c'est Joseph Staline, qui lui, sur le coup, n'est pas religieux. Tout à fait. Et vous remarquez avec lui que il est diable un jour, puis parfois c'est pas un diable, et puis ça redevient un diable. Staline, c'est un cas d'école parce que oui, il est diable pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus diable, et ensuite il redevient diable. C'est-à-dire qu'il joue une fonction, en plus, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que c'est le bolchevique, le couteau entre les dents, responsable des famines, responsable des purges dans l'armée russe, responsable de millions de morts. C'est avéré, on ne va pas en faire un saint, ni tenter de réhabiliter Staline, mais qu'il est intéressant parce que Staline, au moment où il faut combattre Hitler, va devenir l'allié. On va le fournir en armement, on va porter à bout de bras cette Russie qui a le matériel humain pour défaire le nazisme, et on va l'utiliser. Et donc Staline va être utilisé, et puis arrive 1945, et là on pense déjà à l'après, et l'après ça va être la guerre froide, et donc ça va être l'affrontement avec le bloc de l'Est. Affrontement aussi, et c'est pour ça que c'est important que je mette Staline, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de mettre Staline au début, parce que cette guerre froide qui va commencer juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, eh bien va nous éduquer. Bon, moi je le sais en particulier parce que je viens d'une famille de militaires. J'ai un père qui était dans les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, dans les années 80, donc c'était en pleine période de la guerre froide. Et la mentalité que nous avions et dans laquelle nous étions éduqués à l'époque, c'était qu'en gros, les Russes étaient étrangers au bonheur, que leur pays représentait le froid, l'horreur, le goulag, bref, que c'était le pôle négatif, le pôle du mal, et par répercussion, eh bien nous étions évidemment le camp de la liberté, celui de la démocratie, celui de l'harmonie, celui du bonheur. Et du côté de l'URSS, voilà. On considérait que l'Occident, c'était la dépravation, etc. Mais cette bipolarité du monde était très confortable. Elle nous permettait finalement d'avoir une belle image de nous, et de projeter sur l'autre l'aspect diabolique. C'est à partir du moment où, et je crois que c'est un des conseillers de Mikhail Gorbatchev qui a prononcé cette phrase, c'est qu'il a dit à l'endroit des Américains, on vous a fait le pire des cadeaux, vous privez de votre ennemi. Voilà. Et on remarque d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, dans les sphères politiques américaines, dans l'intelligentsia à Washington, il y a, avec la Russie, l'idée d'en découdre. Il y a toujours cette vieille, on va dire, cette vieille compétition qui existe avec la Russie, qui avait été un peu, pour certains, comment on va dire, écartée ou laissée de côté au profit de Ben Laden, au profit de la séquence, on va dire, djihadiste ou islam radical, mais comme un peu une sorte de dérivation, une sorte de perte de temps. Et alors que le vrai combat se trouvait là, et le vrai combat se trouvait évidemment, et s'est retrouvé quand on a eu l'Ukraine. Donc finalement, cette Russie structure, et elle a toujours structuré, et aujourd'hui, on se rend compte finalement que ça a été, cette période de la guerre froide, finalement, pour nous, était très confortable et très facile. Voilà. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que la Russie d'aujourd'hui, c'est pas l'URSS d'hier, c'est-à-dire que c'est pas les rouges. Non. Alors que l'affrontement idéologique avant, c'était vraiment les bleus contre les rouges ou les conservateurs contre les communistes. Et donc, pour vous, ça se poursuit quand même intellectuellement. Ah oui. Pour les Américains, c'est toujours le diable potentiel. Oui, c'était quelque chose que j'avais remarqué quand j'étais correspondant aux États-Unis, que j'allais à Washington précisément, et que nous étions dans la pleine phase active de la guerre en Irak, où chaque jour, des soldats américains tombaient, il y avait leur nom sur les écrans, tel attentat, tel carnage, etc. avait été perpétré en Irak. Mais néanmoins, quand j'allais à Washington, je me souviens parfaitement
d'entendre ou de lire des propos d'hommes politiques américains, des gens comme Lindsey Graham ou John McCain, par exemple, pour en prendre que deux, qui avertissaient que ce combat contre Al-Qaïda était essentiel, mais que le combat le plus important restait contre le vieil adversaire, qui était évidemment accusé aussi de manipuler derrière et toujours d'avoir des intentions maléfiques. Toujours, c'est très intéressant parce que je dis aussi dans ce livre que Dieu a beaucoup perdu de sa superbe en Occident. On pourrait presque reprendre la phrase de Nietzsche, Dieu est mort. Mais par contre, le diable, lui, il a toujours une virulence extrême et est toujours extrêmement utilisé. Et oui, chez ces hommes politiques, il y a toujours l'idée qu'il y a quelque chose de maléfique à l'Est, avec cette faculté d'être toujours dans les coups fourrés et toujours nous vouloir du mal aussi. Voilà. Alors, il y a un autre grand, alors j'allais dire grand Satan, mais on ne peut pas parce que le grand Satan, c'est les États-Unis pour les Iraniens. Tout à fait. Donc, du côté des Américains, le Satan, ce sont les talibans, mais ce n'est pas tout le temps les talibans. C'est-à-dire que pour l'Afghanistan, c'est très intéressant parce que les talibans servent à déloger l'autre ennemi qui sont les Russes. Et donc, ça va, puis jusqu'au moment où il y a les tours et ça ne va plus du tout. Oui, tout à fait. C'est les talibans au départ, enfin en tout cas les moudjahidines, comme on les appelait, donc les combattants de Dieu, en fait, ont été privilégiés pour les Américains à partir du moment où on leur donnait les missiles Stinger, on leur a accordé des prêts d'armes, etc., à partir du moment où ils tuaient du russe. Ce qui est très intéressant, c'est que cette expression « tuer du russe », moi je l'ai entendue de la bouche de Michael Scheuer, qui était que j'ai interviewé à Washington, qui est cité dans ce livre, et qui était le chef de poste de la CIA à Peshawar au moment où les Américains apportaient leur aide aux Moudjahidines afghans, et qui dit que nous, à partir du moment où on combattait les Russes, quelqu'un combattait les Russes, on était prêt à l'armer. Ce qui est quand même très intéressant parce que ça dit une chose, c'est que les Américains souvent choisissent la carte religieuse qu'ils ont commencé à choisir à partir de l'Afghanistan. Et cette carte religieuse, comme on le sait, à partir du moment où on la manipule, à un moment ou à un autre, que ce soit le GIA en Algérie ou d'autres, que les Américains aussi ont soutenu, ça finit toujours très mal. Ça vous donne, quand vous manipulez cette carte, quand vous mettez en avant un certain nombre de groupes pour vos intérêts, les Américains l'ont fait en Irak aussi, en désignant leur ennemi, mais aussi en le mettant en gloire. Je pense à Zarqawi, qui est cité par Colin Powell dans son discours à l'ONU, et qui du coup devient le terroriste numéro 1, s'empare de l'insurrection en Irak et provoque le chaos dans le pays. C'est une sorte de précurseur de Daesh, quelque part. Et le fait que les Américains aient voulu déboulonner Saddam Hussein, eh bien, ça a créé Daesh. Donc, si vous voulez, à chaque fois, la manipulation de ces religieux-là conduit au chaos et conduit finalement à créer des zones d'instabilité. L'Afghanistan étant peut-être l'exemple le plus absurde quand on y réfléchit, puisque on intervient en Afghanistan en 2001 pour éradiquer Al-Qaïda, hébergé au nom du Pashtunwali, des vieilles traditions afghanes, par le Mollah Omar et donc les talibans, et on va 20 ans plus tard globalement leur redonner les clés du pays. Voilà. Et faire comme si c'était pas grave, surtout. Exactement, enfin, comme si c'était pas grave. Disons qu'il n'y a pas de relations qui ont été rétablies entre les États-Unis et l'Afghanistan. Les États-Unis contrôlent toujours ou mettent sous cloche la réserve budgétaire afghan. Le trésor afghan n'est pas à disposition des talibans. Ceux-ci s'en plaignent d'ailleurs beaucoup parce que le gouvernement n'est toujours pas reconnu. Mais néanmoins, on peut dire que les États-Unis, en plus, en partant, ont laissé une quantité de matériel. D'ailleurs, Donald Trump a demandé aux talibans qui ont opposé un refus de redonner aux États-Unis les quelques 7 milliards de dollars d'équipements qui sont sur le sol afghan et que les talibans utilisent. Les talibans ont refusé. Mais si vous voulez, quand même, la négociation, elle a eu lieu. Quand même, elle a duré plusieurs années sous l'égide de Mike Pompeo, qui à l'époque était directeur de la CIA. Les talibans ont négocié directement avec les Américains pour reprendre le pays, sans d'ailleurs qu'on s'occupe du gouvernement afghan. Donc, si vous voulez, le chaos qui a été en août 2021 aurait été le théâtre Kaboul et toute l'Afghanistan a été... c'est purement et simplement incroyable de s'imaginer qu'on vient pour abattre un ennemi et on finit par lui redonner les clés. Oui, et donc là, ce diable n'est plus du tout un diable, en tout cas plus pour les Américains, peut-être pour les femmes afghanes. On en sait rien, enfin, oui. Visiblement, mais pas pour les Américains.
Non, mais si vous voulez, c'est ce qui m'intéresse, moi, au-delà de cette... il y a deux aspects. Il y a cet aspect, effectivement, historique de l'utilisation du diable pour désigner des ennemis, les abattre en fonction de notre intérêt. Diable qui, pendant très longtemps, peut-être pas les talibans, mais si vous prenez Saddam Hussein, vous prenez Kadhafi, vous prenez même Bachar el-Assad, ce sont des gens qui ont été courtisés par l'Occident, qui ont été portés en lumière, qu'on a reçus chez nous en grande pompe, pour ces trois-là, tout simplement. Jacques Chirac et Saddam Hussein s'entendaient à merveille. On a même construit une centrale nucléaire en Irak. Pour ce qui est de Bachar el-Assad, pareil. Le même Chirac adorait Bachar el-Assad, qu'il considérait comme l'expression d'une Syrie moderne, quelqu'un qui allait changer les choses. Pour ce qui est de Kadhafi, on en avait fait le gardien de la frontière sud de l'Europe. C'est lui qui empêchait les migrants de passer, et c'est lui, quelque part, qu'on utilisait, qui avait d'ailleurs accepté de rendre tout son programme nucléaire. Vous savez, Saddam Hussein ne l'a pas fait, mais d'abord, il n'y avait pas de programme nucléaire, on s'en est rendu compte après, mais on a déclenché quand même la guerre pour ça. Mais Kadhafi, lui, avait fait l'effort de laisser les inspecteurs internationaux venir se saisir de son matériel. Finalement, il avait rendu les armes, mais il a été quand même éliminé. Parce que, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'intérêt, tout à coup, on désigne le diable. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, dans ce discours-là, il y a l'aspect politique et il y a l'aspect journalistique. L'aspect politique, c'est de désigner le diable et de dire, finalement, tout à coup, c'est le nouvel Hitler. Si on ne se débarrasse pas de ce type, qu'on a soutenu pendant 30 ans, je parle de Saddam Hussein, par exemple, il y va de l'humanité. Il va attaquer l'Amérique, il va utiliser des armes sales, il va... voilà. Et weapons of mass destruction. Vous savez, on entendait ça. Moi, j'étais aux États-Unis à l'époque, c'était incroyable. Et puis, donc, il faut s'en débarrasser. Mais la chose la plus incroyable que j'ai vécue à plusieurs reprises, hein, sur la crise libyenne, sur la crise irakienne d'abord, sur la crise libyenne et sur l'Ukraine, même si le contexte est un peu différent, c'est qu'il va se passer, je dirais, un tunnel de 1 à 3 mois, en gros, pendant lequel, médiatiquement, si vous êtes journaliste, vous ne pouvez rien dire en dehors de la version officielle. De la doctrine. Voilà. Si vous vous écartez et vous dites « Attention, on va intervenir, mais n'oublions pas que Saddam Hussein, nanana, était notre allié », vous êtes dans le camp de Saddam Hussein. Si vous dites Poutine a attaqué, oui, ça c'est incontestable, Poutine attaque l'Ukraine en février 2022. Si vous dites, ah oui, mais attention, il y avait la guerre quand même depuis 2014. Ah, ça y est, vous êtes dans le camp de Poutine. Si vous rappeliez à l'époque, hein, avril 2022, c'est pas si lointain, qu'il avait existé des accords de Minsk qui n'avaient jamais été appliqués, vous étiez dans le camp russe. Il y a un tunnel comme ça, dans lequel la communication de guerre prend le pas sur le journalisme, et dans lequel tous les journalistes qui s'écartent un tant soit peu de ce discours-là sont considérés comme faisant partie du camp d'en face et traités comme tels. Mort sociale, on vous invite plus sur les plateaux, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est toujours la même chose. C'est arrivé en Libye, c'est arrivé en Irak, c'est arrivé en Syrie, c'est arrivé en Ukraine. À chaque fois, il y a toujours cette dialectique qui prend le dessus, qui martèle une seule opinion à laquelle finalement la population est sommée de croire. Alors, j'entends ce que vous dites et effectivement, on se rend bien compte que quand il est décidé de changer un régime politique dans un pays, tous les pays qui ont décidé de le faire disent que c'est ça ce qu'il fallait faire. Ouais. J'ai l'impression qu'avec la Syrie, sur le coup, il n'y a pas les 1 à 3 mois avec le nouveau. Non, alors... Ils ont l'air, tout le monde a l'air un peu plus prudent quand même. Tout le monde est prudent, mais bon, on considère que le pire c'était Bachar et donc le nouveau va être forcément meilleur. On verra à on l'usage. entend quand même, on va attendre avant de voir ce que ça va devenir. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous vend la même recette. Mais vous avez raison, il faut... mais vous avez utilisé un terme intéressant, c'est le terme régime. Il faut quand je parle de ce matraquage idéologique, de cette narration, parce que c'est là-dessus que je veux insister, ça s'appelle une narration. Je crois qu'Hillary Clinton, je ne sais plus la phrase exacte, mais a dit qu'il fallait à propos de l'Ukraine, s'en remettre à la narration et non pas aux faits, ce qui d'un point de vue journalistique, est absolument une hérésie. Mais ça veut dire qu'il y a une lecture
et que tout ce qui s'écarte de cette lecture et qui est factuel ne doit pas être pris en considération. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. L'autre chose incroyable à propos du terme régime, c'est que dans les mots, la sémantique va s'adapter à la situation et à l'intention politique du pays ou de l'Occident vis-à-vis d'un diable. Voilà. Je pense en particulier au Venezuela. Le Venezuela, Chavez a toujours été un ennemi politique des Américains. Maduro, son successeur aussi, même si il est nettement moins flamboyant et il n'a pas le niveau de Chavez. Mais disons que le Venezuela est un pays où il y a énormément de problèmes, où il y a une situation aussi dramatique, où l'opposition est mise en prison. Mais je vais vous dire, pas plus qu'en Égypte, par exemple. L'Égypte, il n'y a pas de problème. Donc, le Venezuela a un avantage pour les Américains, c'est le tas de pétrole qui s'y trouve et qui leur servirait justement de réserve à bon marché et très proche de chez eux. Donc l'idée de renverser le gouvernement a toujours été quelque chose de sous-jacent chez les Américains. Et pour ce fait, il faut quoi? Il faut convaincre l'opinion que Maduro doit être renversé, que c'est le pire des... Voilà, ça a déjà été fait, mais ça n'a pas marché. Les Américains avaient misé sur un personnage qui s'appelait Juan Guaido, qui aujourd'hui vit en Floride, complètement disparu de la politique au Venezuela, même s'il n'est pas personnage non grata là-bas, mais il vit en Floride. Et pour revenir là-dessus, je parlais du langage utilisé. En fait, le gouvernement vénézuélien, dans la presse, a commencé, au départ c'était gouvernement, c'est devenu régime. Bon, déjà, quand votre gouvernement est qualifié par les États-Unis de régime, en général, ça ne sent pas bon pour vous. Donc il y a un glissement sémantique qui se fait, y compris dans des publications respectées et respectables comme le New York Times. Vos partisans vont être désignés comme une foule haineuse. Si par hasard, il y a des gens qui s'opposent, ça sera des combattants de la liberté. Votre potentiel militaire n'est plus une armée ou une police, mais des milices gouvernementales. Donc en fait, tout ce vocabulaire-là s'aligne. Et les journalistes, ou la plupart des journalistes, vont l'utiliser vont se mettre au goût du jour, à appeler un gouvernement, ne plus appeler un gouvernement, mais à l'appeler régime, par exemple. Ouais, ça, c'est votre combat depuis un certain nombre d'années. Oui. Parce que, effectivement, j'ai l'impression que vous reprochez un peu à vos pairs d'oublier, notamment les rédacteurs en chef, d'oublier de faire un peu justement le travail de rédaction en chef, qui est un gouvernement est un gouvernement et ça ne devient pas un régime. C'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi, mais c'est un phénomène assez ancien que j'ai constaté quand j'étais jeune reporter déjà. Revenons sur la guerre en Irak, par exemple. Monter à la guerre, on va dire c'est octobre 2002 jusqu'à mars 2003. Pendant toute cette période dans laquelle la France va progressivement introduire un bras de fer avec les États-Unis, sous la houlette de Jacques Chirac, mais avec comme, on va dire, figure principale Dominique de Villepin, qui va culminer jusqu'à ce fameux discours du 23 février 2003. La vieille Europe qui a connu les conflits, qui vient... Voilà, ce très très beau discours de Dominique de Villepin que certains ont commenté et qui restera dans l'histoire, comme un acte véritable d'indépendance, on va dire, française en diplomatie, des États-Unis, critique vis-à-vis des États-Unis. Eh bien, moi, j'étais sidéré à l'époque, je me souviens très bien de ce moment, où tout en ayant chez nous le président et son ministre des Affaires étrangères dédiés à arrêter la guerre en Irak, la plupart des rédacteurs en chef et directeurs de la rédaction de Paris Match étaient pour l'intervention américaine en Irak. Ça me choquait. Déjà, j'étais choqué de cet alignement systématique et du fait qu'on allait croire à nouveau. Alors, pas tous les reporters étaient comme ça, hein. Ceux qui avaient fait du terrain, en général, je me souviens par exemple d'un reporter qui s'appelait Jacques-Marie Bourget, qui lui avait une position très critique vis-à-vis de ça. Il avait couvert la première guerre du Golfe. C'est des gens qui avaient vu sur place comment ça se passait. Et c'est pas la panacée, Saddam Hussein a assassiné des milliers de personnes. Mais si vous voulez, quand on dit aujourd'hui Bachar est un bourreau, c'est le bourreau de Damas,
comment Saddam Hussein, c'était le bourreau de l'Irak. C'est des gens qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Mais oui, le jugement de l'histoire sera terrible avec eux. Saddam Hussein a été exécuté. Comment Bachar el-Assad se trouve en exil à Moscou. S'il fout le nez dehors, il sera probablement jugé au TPI. Vous avez quelqu'un qui s'appelle George Bush, qui passe tranquillement sa retraite à Crawford, au Texas. Vous en avez un autre qui s'appelle Dick Cheney, qui est tranquillement installé dans son ranch dans le Wyoming et qui coule des jours tranquilles et qui ne seront jamais inquiétés pour avoir déclenché, je le rappelle, une guerre, la guerre d'Irak, illégale, vendue aux Américains avec des prétextes mensongers. Souvenez-vous de la fiole de Colin Powell à cette fameuse séance du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis des journalistes aussi qui, à l'époque, je pense à Judith Miller au New York Times, qui vendaient la propagande américaine, qui écrivaient, qui acceptaient de prêter leur plume pour vendre cette guerre à Scooter Libby, à Dick Cheney, en restituant les propos gouvernementaux, en expliquant que Saddam Hussein essaye, souvenez-vous aussi, l'ambassadeur Wilson, qui avait eu le malheur de dire, mais attendez, Saddam Hussein n'a jamais essayé de rechercher de l'uranium en Afrique. J'y suis allé, il est allé, il avait été enquêté, comme il n'avait rien trouvé, eh bien l'équipe de Dick Cheney n'avait rien trouvé de mieux que d'expliquer, que de rendre public le fait que sa femme, Valerie Plame, était une agent de la CIA. Voilà, donc commettant d'ailleurs, transgressant une loi interdisant à un personnel du gouvernement de révéler la qualité d'agent du renseignement de quelqu'un. Donc voilà, les méthodes utilisées par le gouvernement Bush à l'époque ont été absolument hors la loi. C'était vraiment les États-Unis se sont comportés comme un État voyou à l'époque, mais il n'y a pas de sanctions, si vous voulez. C'est ça qui est et ce constat-là et tous les constats que je fais aujourd'hui, c'est des constats que j'ai pu en voir le reflet à l'étranger, en Afrique, au Moyen-Orient, lors de mes reportages, en Russie, en Ukraine, dans toute l'Asie centrale. Je me souviens d'une discussion, je vous la donne, j'y reviendrai aussi sur la façon dont nous sommes perçus. Mais ces choses-là, il ne faut pas croire qu'elles tombent dans l'oubli. Il ne faut pas croire que les autres nous regardent aujourd'hui avec cette envie de devenir comme nous, comme ça pouvait exister il y a 20 ou 30 ans. J'ai constaté, moi, cette dégradation de l'image de l'Occident. Et la dégradation de l'image de l'Occident, elle est liée, à mon sens, à ces comportements-là, à ces promesses non tenues. C'est-à-dire, vous nous dites, vous allez nous apporter la liberté et la démocratie, puis on se rend compte que vous avez fait de notre pays un champ de ruines, globalement, ou que vous avez contribué à le faire, sans imaginer, par exemple, pour ce qui est des Américains et de l'Irak, on dégomme Saddam Hussein, mais on met qui à la place? Ah ben non, on n'a pas prévu, on ne sait pas. On verra, la démocratie va naître d'elle-même. Oui, la démocratie va naître d'elle-même. Daesh est né de tout ça. Donc, si vous voulez, cette vision que ces erreurs, cette accumulation d'erreurs et cette désignation du diable ont fait que les autres, aujourd'hui, se disent, mais finalement, est-ce que c'est pas eux le diable? Voilà. De ce que j'entends, de ce que vous venez de nous dire, c'est que, et vous n'êtes pas naïf, vous êtes reporter de guerre, donc vous savez bien que dans une guerre, il y a de la propagande, et que moi, jeune, j'ai entendu les frappes chirurgicales dans la première guerre du Golfe. Pareil, qui était un vocabulaire... la plus belle expression au magnifique monde, quand même. Avec, en plus, des images montrant que ça touchait personne. Donc, c'est inhérent à la guerre, c'est inhérent au conflit. Ah, mais que les conflits fassent des morts, qu'il y ait... Non, qu'il y ait de la propagande. Oui, qu'il y ait de la propagande, et il y en a en général de tous les côtés. La vraie question, vous savez, je me souviens d'une discussion il y a 2 ans avec une femme à Moscou, une moscovite, une mère de famille, qui m'expliquait, un jour, à un moment, elle me dit, dans la conversation, elle me dit, mais vous savez la différence entre vous et nous, c'est que nous, nos dirigeants, on ne les croit pas. Vous les croyez. Vous croyez les vôtres. Et je me suis dit, oui, ils ont l'habitude de 80 ans de communisme et de mensonges. Donc, a priori, quand un dirigeant leur dit quelque chose, ils n'y croient pas. Nous, on a la naïveté d'imaginer que c'est vrai, que c'est pour le bien, et que la propagande n'existerait pas dans notre camp. C'est ça, là. Alors, en termes de propagande, les Iraniens, qui utilisent le terme grand Satan pour désigner les Américains depuis... Les Américains, en fait, c'est le même... L'ayatollah Khomeini, exactement, je crois depuis la chute du Shah, on va dire. Oui. C'est le même mécanisme.
C'est le même mécanisme vis-à-vis de la population iranienne, très certainement. Il y a en plus une dimension religieuse. Nous, on n'utilisera pas, quand je dis le diable, on va dire le mal. Voilà. On ne va pas utiliser un terme strictement dans le domaine du religieux, mais ça revient à ça. Ça revient à démoniser la personne, à rendre son existence sur Terre questionnable, à rendre ses actes forcément maléfiques, tous ces actes, et faire que on arrive au constat qu'il faut intervenir pour se débarrasser de la personne. C'est ça, je dirais, l'instrumentalisation du diable. Et c'est toujours le même mécanisme avec, je vous dis, l'imposition d'une narration pour le conflit où on va des ténèbres vers la lumière, quoi. Ouais, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait peut-être que quand on entend cette narration et qu'on entend des voix discordantes sur cette narration, c'est pas commencer par dire celui qui est discordant est discordant et donc on l'écarte, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Après, c'est à nous de voir. La vraie question, c'est de dire. C'est pour ça qu'il y en a un en ce moment qui a vraiment pris du poids puisqu'il est de retour au pouvoir, c'est Donald Trump. L'avantage de Donald Trump, c'est que quand il exprime les intérêts américains, il cherche pas à emballer ça dans un paquet de démocratie comme le faisait George Bush, par exemple, avec l'Irak. Moi, je me souviens de propos entendus auprès de GIs américains. J'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine en Irak. Des soldats me disaient assez régulièrement « I'm here to make a difference ». Je suis là pour changer les choses. I want to make the gift of freedom to the Iraqi people. Je veux faire le don de la liberté. C'était quasiment messianique. Oui, mais c'est ça. Voilà, comme si on avançait devant des gens avec un regard bienveillant, en considérant qu'ils étaient d'une civilisation inférieure à la nôtre, et que nous allions leur apporter la lumière et les bienfaits de notre civilisation. Je crois qu'il y a beaucoup encore d'Américains qui croient ça, hein. Même s'ils sont un peu... Je pense que l'Irak et l'Afghanistan, ces 10 ans, 20 ans de guerre, les ont beaucoup désillusionnés aujourd'hui, préfèrent s'intéresser à eux-mêmes, d'où le message de America First ou Make America Great Again de Trump, qui est très percutant aujourd'hui parce qu'il y en a assez d'essayer en gros, on va dire, du point de vue américain, d'éduquer des sauvages, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Donald Trump et donc avec les Américains, c'est le côté cash. Oui, mais au moins c'est dit, il n'y a pas de par floriture. rapport à votre sujet, c'est que Oui. Est-ce qu'il ne va pas devenir, en commençant à dire qu'il va récupérer le Groenland, le Panama et le Canada, est-ce qu'il ne va pas finalement devenir le Satan de la vieille Europe? Alors, il va venir. Le problème, c'est que ça risque d'être encore pire que ce que vous dites là. Je pense que nous risquons de devenir obsolètes, c'est-à-dire de devenir sans intérêt, ou en tout cas d'être sommés ou soit de choisir notre camp quelque part, mais en tout cas, on constate aujourd'hui que Donald Trump et son double maléfique qui est Elon Musk, double maléfique numérique, lui intervient ouvertement dans nos élections. Là, tente de porter l'AfD au pouvoir en Allemagne, ce qui signifierait peut-être la fin de l'Union européenne, puisque l'AfD a promis... On peut sans doute aussi dire que les Russes et les Chinois participent au même sujet. Mais tout à fait. Mais là, il y a une sorte de concordance des planètes, mais qui se fait contre l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas, nous, à préserver nos intérêts, ou que nos intérêts, finalement, ont été dilués dans un océan de bonnes intentions, ou dans une construction artificielle qu'on a crue harmonieuse, équilibrée, et qui était censée inspirer la planète, qu'est l'Union européenne, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette Union européenne, non seulement les populations ne peuvent plus la supporter, qu'elle se fait contre eux, et que c'est on va dire, une petite caste de personnes non élues qui ont une part d'illégitimité et qui essayent d'imposer une voix qui n'est pas en plus rassemblée. En fait, l'Europe n'est pas rassemblée. On voit que sur les questions migratoires, de sécurité, même sur le Covid, par exemple, toutes les crises ont été traversées. Jamais l'Europe n'a réellement été capable de parler d'une même voix. Voilà, donc, sur le coup, la narration commune n'a pas fonctionné. Voilà, mais même l'idéal, même l'idée de porter un projet commun, tout ça s'est étiolé, et aujourd'hui, le grand allié américain, vous savez, celui qui nous aime bien, qui vient nous libérer, etc., lui, il est en train de nous porter des coups de boutoir en développant, comme il l'a fait chez lui, des mouvements populistes, en les appuyant, en critiquant l'Angleterre,
en critiquant Emmanuel Macron, avec tout un tas de soft power, parce que c'est pas simplement une question électorale, c'est pas simplement d'apporter le soutien comme l'a fait clairement Musk en Allemagne avec l'AfD, mais c'est aussi de critiquer Emmanuel Macron sur ses supposées mœurs. C'est tout ça, toutes ces sphères finalement qui vient essayer finalement de réduire, de dégrader l'image. Et nous, on n'est pas capable de réagir parce que d'abord on n'a pas de position commune et on est complètement surpris de ce retour, on va dire, des grands blocs dans le monde. Vous savez, il y a, je crois, avant-hier, dans le Canard enchaîné, il y avait une reprise de vous savez, la célèbre photo de Staline, Roosevelt et Churchill à Yalta, avec Trump, Poutine et Xi Jinping assis à leur place, le décor de Yalta derrière, et Trump disant moi je prends le Groenland, Poutine dit moi je prends l'Ukraine, et Xi disant moi je prends Taïwan. Voilà. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que sur la photo, comme d'ailleurs à Yalta, il n'y a pas d'Europe, il y avait Churchill à l'époque. Là, il n'y a plus personne. Alors, est-ce que finalement, ce que vous disiez au début de notre entretien, c'est-à-dire ce que vous reprochiez un peu, je crois, que les Européens étaient très américanistes, oui. Est-ce que finalement, c'est pas en train d'avoir un effet boomerang et va se transformer en Européens anti-américains? Alors, il y a des Européens anti-américains et des Européens, on ne va pas dire que le terme européen soit bien choisi, puisque l'anti-américanisme souvent se fait parce que la position de l'Europe, justement, a été trop américaniste, on va dire. Vous avez une personne quand même comme Madame von der Leyen, qui est une sorte d'incarnation de l'Europe, qui a postulé il y a 2 ans pour reprendre la suite à l'époque de Jens Stoltenberg à la tête de l'OTAN. Donc quand vous avez une personne qui représente l'Europe, qui postule pour prendre la tête de l'OTAN, vous pouvez quand même vous poser la question sur la crédibilité européenne de cette personne et ses intentions. Et qu'est-ce que l'Europe, finalement, dans ce contexte-là? Alors Emmanuel Macron, on le sent bien, aimerait bien prendre la tête de cette Europe. Il parle de souveraineté française et souvent dans la phrase d'après, ou dans la même phrase, il y a l'idée de souveraineté européenne. On sent bien que tout ça n'est pas très sincère et que ceux qui ont le vent en poupe sur le vieux continent, c'est Mélanie, c'est Orban, voilà, peut-être Alice Weidel de l'AfD, si elle devient chancelière, c'est-à-dire des gens qui ont décidé chez eux de prendre leur destin en main. Donc, finalement, sans sortir de l'Europe, mais en ayant l'idée de leurs intérêts nationaux en premier. C'est ce que démontre Trump aussi chez lui. Et donc, on se rend compte que idéologiquement, évidemment, les idées de la révolution conservatrice trumpienne ont le vent en poupe et que face à ça, tout le caractère artificiel de l'Europe est en train d'apparaître au grand jour. C'est un peu comme le roi est nu, on pourrait dire. Et finalement, on va se demander très rapidement si cet ensemble qui nous gouverne nos vies depuis pas mal de temps est encore d'actualité ou non. Oui, mais alors, s'il explose, on peut aussi se dire qu'avec le rapport de force qui est en train de s'inverser fortement, en fait, petit pays par petit pays, on risque Mais c'est dans l'intérêt des Américains de faire ça, bien sûr. Mais nous, notre intérêt serait peut-être de tisser des liens ailleurs, d'essayer de considérer, comme l'avait porté le général de Gaulle, cette idée d'une France non alignée sur les Américains, non alignée sur la Russie. À l'époque, vous aviez aussi la fameuse conférence de Rangoon des non-alignés. Vous aviez une sorte de troisième voie qui s'esquissait. Alors la France du gaullisme, le tiers-mondisme, qui étaient des idéologies porteuses à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut imaginer aussi, nous, Européens, en ayant d'abord une vision. Sinon, on est condamné à disparaître. Régis Le Sommier, pour terminer par un chapitre que vous traitez dans votre ouvrage et pour montrer que le diable, l'autre ou l'Occident, c'est pas le monde musulman ou l'Orient et l'Occident, vous faites un chapitre sur l'IRA et sur le conflit en Irlande, où on voit que protestants et catholiques arrivent très très bien aussi à jouer le rôle du bon, du diable et des deux diables d'ailleurs, des deux côtés. Oui, tout à fait. J'ai choisi ce chapitre en fait que j'ai intitulé Gerry Adams, qui est la figure des républicains irlandais. Pourquoi? Parce que son personnage et sa vie, de bout en bout pratiquement, incarnent justement l'évolution de l'Irlande et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et particulièrement l'Irlande du Nord.
pour revenir sur la dialectique du diable, Gerry Adams, lui, fait partie de cette IRA des origines, enfin en tout cas de la génération des années 60-70, qui va se soulever en 1970, 72 en particulier, dans le cadre des émeutes en Irlande du Nord, émeutes commencées par les protestants, des pogroms sont menés contre les catholiques, l'armée anglaise intervient pour séparer les communautés, et l'IRA se fait la gardienne de cette... revient à ses amours premières, c'est-à-dire les attentats, les vagues d'attentats, etc. Et à ce moment-là, à l'époque, moi j'ai relu des journaux britanniques, l'IRA est considérée comme le diable. C'est elle qui a tué Lord Mountbatten, l'un des officiers supérieurs les plus honorés en Angleterre, les plus connus. Et en fait, l'IRA c'est absolument inimaginable à l'époque pour les Britanniques de faire la paix un jour avec l'IRA. Et ce qui se passe, et ce que je démontre à travers l'évolution de Gerry Adams, c'est justement le moment où l'IRA se met à faire de la politique. Elle a toujours cette branche politique, mais c'est une sorte de vitrine d'abord. Mais elle commençait à présenter des gens aux élections. Le fait dans le cadre de ceux qui font la grève de la faim, d'ailleurs, c'est une manière politique d'instrumentaliser l'élection et de mettre l'attention sur les grévistes de la faim en prison, à l'époque de Margaret Thatcher. Donc elle en fait un combat, et puis progressivement, elle va en faire une arme pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, la première ministre d'Irlande du Nord est issue du Sinn Féin. L'IRA a fait la paix avec les protestants et avec les Britanniques dans les accords du Vendredi Saint en 1999. Hein. Et donc aujourd'hui, on est arrivé d'un diable qui a été réhabilité, on va dire. J'ai choisi, vous savez, vous avez dit Staline, le diable qui n'est plus diable et qui redevient diable. Et bien là, on a un diable qui commence diable et qui aujourd'hui a complètement n'a plus du tout cette caractéristique. Et d'ailleurs, au moment du Brexit, on se souvient qu'il y avait une tension au sujet de cette frontière. On s'est dit, mais ça y est, ça va repartir. Oui, tout à fait, ça va repartir. Et là, maintenant, il y a une chose intéressante, c'est la question identitaire ou migratoire qui vient s'ajouter justement aux vieilles cicatrices. Mais peut-être, on a vu, quand il y a eu les émeutes contre l'immigration en Angleterre, que à la fois donc à Belfast, dans les villes d'Irlande du Nord et à Londonderry, les catholiques et les protestants ont défilé ensemble contre l'immigration. Ce qui est un souci supplémentaire, je l'avais noté à l'époque, pour les autorités britanniques qui contrôlent cette province, parce que des deux côtés, il y a des armes, et les armes, elles sont toujours là, elles sont cachées, mais dans les guerres civiles, on les oublie jamais, même si certaines ont été rendues. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a besoin d'un diable supplémentaire? Alors, diable supplémentaire, pour structurer, oui, mais il faut voir... Après, on pourrait dire toujours, un ennemi, juste. Si toujours désigner un ennemi et l'abattre n'apporte pas plus de problèmes que quand l'ennemi est là. C'est ça la vraie question. Très bien. Régis Le Sommier, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle votre ouvrage, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? C'est chez Max Milo. Vous êtes reporter de guerre, vous venez régulièrement nous voir sur cette chaîne YouTube et on vous en remercie. C'est un plaisir. Vous êtes souvent, évidemment, en déplacement. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.